Roulette qui roule, siège qui tourne et retourne, accoudoir pour s'accouder, assise pour s'asseoir. Non, ce fauteuil n'a rien de spécial. Pourtant, bien occupé, il peut rapporter 10% de croissance. Plus de femmes au poste clé, on a tous à y gagner. Bonjour à toutes et à tous. Les quotas constituent-ils une solution pour l'accélération de la parité? Voici le thème de notre table ronde du jour. L'instauration de quotas pour offrir plus de postes de direction aux femmes, c'est une question toujours au cœur des enjeux de la parité et à laquelle a répondu, vous le savez très bien, la loi Copé-Zimmermann en 2011 en imposant des quotas de 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des entreprises. Je suis avec Lucille Desjonquers, la présidente d'IWF. Bonjour Lucille. Bonjour, alors on a parlé de la loi Copé-Zimmermann. Est-ce qu'elle est appliquée? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et juste en quelques mots, qu'est-ce qu'est IWF? Alors Gilbert, IWF est un réseau international de femmes influentes réparties sur les 6 continents qui œuvrent pour des causes féminines en verticalité, donc pour toutes les femmes. En France, nous avons décidé de travailler étroitement sur le sujet des quotas dans les conseils d'administration et plus récemment sur les quotas dans les COMEX, comités exécutifs, là où le pouvoir opérationnel réside. Alors justement, une loi a traité de ce sujet, a adressé ce sujet, la loi Copé-Zimmermann justement. Alors, je vous posais la question, où en est-on justement de l'application de cette loi? Alors, comme vous savez, elle a été promulguée en 2011, effective en 2017, nous sommes en 2021. Grâce à cette loi, la France se situe parmi le premier pays européen de quotas de femmes dans les conseils d'administration. Néanmoins, il reste encore un long chemin à parcourir, car certes, si le SBF 120 a très bien rempli sa mission, restent encore toutes les sociétés cotées après le SBF 120, et il y en a bien 600, qui, elles, seraient plus près de 30% que de 40%. Et on parle aussi des sociétés anonymes, assujetties également aux quotas, qui, elles aussi, seraient plus près de même peut-être 25-26%. Donc, il ne faut pas lâcher. Et surtout, il y a un projet de loi pour féminiser les conseils d'administration des SAS, Sociétés Action Simplifiées, qui ne sont toujours pas jusqu'à présent impactées par cette loi. Je retiens, peut mieux faire, c'est ce qu'on peut dire. Peut mieux faire, peut mieux exactement. Faire. Pour débattre de ce sujet, de notre table ronde réunis sur le plateau, de nombreux acteurs de la société, Thibault Langsad, entrepreneur engagé, Patrick Bertrand, président du comité gouvernance des entreprises du MEDEF, Agnès Cloarec, membre de IWF et avocate honoraire, Jérôme Frantz, vice-président de la CCI, Paris-Île-de-France SCI, Chambre de commerce et d'industrie, Brigitte Grésy, président du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et les hommes, Marie-Josie Zimmermann, qu'on connaît bien, on vient d'en parler à l'instant, ancienne députée UMP, co-rédactrice de la loi Copé-Zimmermann, et Marie-Pierre Rixin, députée LREM de l'Essonne, qui vient de faire passer une loi pour faire avancer la cause de la parité. Des quotas dans les COMEX et les CODIR. Et les CODIR, tous les étages de l'entreprise. Pour lancer la rencontre, retrouvons tout d'abord Marie Guillemot, la nouvelle présidente du directoire de KPMG France, qui va nous présenter un état des lieux et des perspectives économiques des dirigeants dans le monde et de l'impact de la Covid-19 sous le regard attentif d'Harry Roselmack. Dans un instant, on attaque la première table ronde consacrée aux quotas. Le principe est controversé, mais l'outil semble incontournable pour faire bouger les choses rapidement. On va en parler avec 4 invités. Mais d'abord, état des lieux de la situation des femmes dans l'entreprise pendant cette crise Covid-19, à commencer par celles qui dirigent des entreprises. Et pour parler de ces femmes dirigeantes, de leur gouvernance, de leur vision, de leurs attentes, j'accueille Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG France, qui a piloté une étude sur le sujet. Bonjour. Bonjour Harry, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. D'abord, pourquoi avoir lancé une étude sur ce sujet à ce moment précis de la crise Covid ? Eh bien, nous avions envie de savoir ce que les femmes dirigeantes exprimaient pendant cette crise, quel était leur état d'esprit, quelles étaient les qualités qu'elles mettaient en œuvre. Bien sûr, on va parler de quotas, d'objectifs, mais il y a aussi quelles sont les ressources que ces femmes mettent en avant pour pouvoir exprimer pleinement leur leadership. Et dans une période aussi complexe, c'était intéressant de pouvoir scruter mieux leur attitude. Quel panel, combien de femmes vous avez interrogé et d'où viennent-elles ces Alors femmes? nous avons interrogé à peu près 700 femmes dans le monde, 52 pays sont représentés. Et pour presque les 2 tiers, elles sont dans des sociétés qui aujourd'hui représentent plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Donc des sociétés de bonne taille, ETI ou grands groupes. Alors, comment ces femmes, quel retour vous ont-elles fait sur, d'abord, avant de parler de la gouvernance en général, sur cette crise bien précise, comment ont-elles vécu cette crise? Eh bien, ce qui est frappant, en fait, c'est qu'elles saisissent la crise comme une opportunité pour faire bouger les lignes. Et donc, en fait, elles ont innové, elles ont transformé leur modèle, leur culture managériale, et elles ont aussi beaucoup communiqué avec leurs équipes, avec leurs clients, et c'est là aussi un des facteurs, je pense, de réflexion et d'apprentissage pour nous demain. Alors, si je vous donne quelques éléments, effectivement, elles ont embrassé donc 3 grandes révolutions que l'on vit actuellement. La première, c'est la révolution digitale, la révolution de la responsabilité de l'entreprise face à ses parties prenantes et ses salariés, et puis la troisième révolution qui est celle du sens, de la mobilisation, de la capacité à projeter les équipes. Alors si je viens sur le point de la révolution digitale, elles sont 9 sur 10 à effectivement considérer que le digital, c'est l'incontournable pour sortir de la crise. Et donc, elles sont très, très nombreuses, elles sont 80% à avoir accéléré leur projet de transformation pendant cette crise. Est-ce qu'il y a des éléments de comparaison avec leurs homologues masculins sur ce chiffre, par exemple? Sur ce chiffre, non. En revanche, dans l'étude que l'on avait déjà menée sur ce même sujet avant la crise, elles étaient 10 points au-dessus de leurs homologues masculins pour considérer que le digital, que les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, comme les modèles aussi d'alliance sur le domaine technologique, étaient un fer de lance pour leur entreprise. Donc cet appétit ou cette vocation qu'elles ont, elles l'ont encore plus exprimé pendant cette crise. Alors si j'en viens maintenant sur les 2 dimensions suivantes, sur la responsabilité de l'entreprise, elles sont 58% à vouloir accélérer cette prise en... elles sont 58% à vouloir assumer pleinement ce mouvement. Elles considèrent qu'effectivement, après des 2 tiers, le changement climatique, la transition écologique n'a pas été dépriorisée par des sujets financiers peut-être de court terme. Au contraire, c'est quelque chose, c'est une dimension sur laquelle elles vont vouloir impacter davantage leur écosystème, mais aussi promouvoir leur entreprise. Et ça, c'est pour plus de 42%. C'est un facteur qu'elles vont jouer encore plus fort après crise. Et sur ce point-là, là encore, une sensibilité particulière liées à leur statut de femmes dirigeantes d'entreprise par rapport aux hommes? Là aussi, elles sont encore 10% à peu près, de plus que leurs homologues masculins, à considérer que ces enjeux de moyen terme sont absolument indispensables à placer au cœur de la stratégie de leur entreprise pour qu'effectivement, elles aient, je dirais, un business model qui soit revu, qui soit plus en adéquation avec les attentes pour le futur. Une question que je ne vous ai pas posée et qui concerne le panel. Oui. Quel est l'âge moyen des femmes que vous avez interrogées? Parce qu'on peut se poser la question de savoir si les différences notées sont générationnelles ou sont liées au genre. Alors là, je ne pourrais pas vous répondre précisément à cette question. En revanche, vous avez absolument raison, c'est que les femmes qui accèdent à ces postes de direction, souvent, c'est parce qu'elles ont elles-mêmes ces compétences en matière de digital, cette sensibilité en matière de sustainability. Et c'est ce pourquoi, souvent, elles ont accédé aussi à ces fonctions. Donc effectivement, moi, elles apportent cette culture-là. Elles apportent cette culture et moi, j'invite un peu toutes celles qui nous écoutent actuellement à réfléchir à ça et à pouvoir exprimer ces talents-là parce que c'est certainement un vecteur pour elles d'accession à des postes à responsabilité aussi. Alors, il y a un troisième point. Alors, il y a un troisième point, c'est celui de la révolution du sens, je dirais. Donc, c'est finalement tous ces facteurs de motivation, ces moteurs d'action, si vous voulez, qui sont au cœur de la mobilisation des équipes aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, la crise nous a fait vivre un certain nombre de confinements, reconfinements, mais aujourd'hui, les entreprises, elles ont parfois des difficultés à réinvestir les espaces de travail historique presque, j'allais dire, à renouer avec, je dirais, un mode de travail peut-être plus présentiel.
Pour ça, ce que l'on voit, c'est que les entreprises qui réussissent le mieux à mobiliser leurs équipes, et qui l'ont fait également pendant cette crise, eh bien, sont les entreprises qui ont donné du sens à leur équipe, qui ont travaillé sur la vocation, sur la raison d'être de leur entreprise, et qui ont du coup fédéré leurs équipes autour d'un projet qui peut-être était, je dirais, qui transcendait un petit peu les tâches du quotidien, qui se sont trouvées quand même extrêmement arides dans un environnement très digital. Donc voilà, là aussi, je crois que c'est un facteur important puisque les femmes disent avoir vraiment joué un rôle actif à écouter, à prendre soin des équipes comme elles l'ont fait de leurs clients. Et donc cette capacité à assumer et à exprimer cette empathie, je pense qu'elle est au contraire très très bénéfique aujourd'hui dans cette sortie de crise. Donc on va aussi parier sur cette qualité. Alors glissons naturellement sur des caractéristiques qui sont moins liées à cette crise Covid. Est-ce que cette enquête vous a permis de relever un certain nombre de points un peu référents, marquants de l'état d'esprit de ces femmes dirigeantes d'entreprise? En quoi elles se distingueraient de leurs homologues masculins, puisque c'est quand même la thématique de la journée, et c'est de voir s'il y a des spécificités ouais. à cette gouvernance. En réalité, elles sont confrontées aux mêmes défis que leurs homologues masculins. En revanche, ce qu'elles expriment, et moi c'est ce qui me frappe, c'est leur optimisme en réalité, leur confiance. Souvent on critique les femmes pour leur faible confiance en elles. Là, je trouve que moi, ça m'a vraiment interpellée, c'est cette confiance dans l'avenir. Donc elles sont confiantes sur l'avenir de leur entreprise, alors même qu'elles considèrent que l'environnement économique va être plus détérioré que ce que pensent leurs homologues masculins. C'est ce qui est particulier. Donc c'est qu'elles ont confiance dans la capacité de leur entreprise à performer dans un environnement qu'elles jugent plus dégradé que leurs homologues masculins. C'est ça. Elles sont 58% à être très confiantes dans l'avenir de leur entreprise et 46% à se dire que l'environnement va être encore plus dégradé qu'il ne l'était précédemment. Donc, c'est qu'elles ont confiance en elles. C'est qu'elles ont confiance en elles, et pas qu'en elles, je pense, elles ont confiance dans leurs équipes, parce qu'une des qualités qu'elles disent exprimer dans cette crise, c'est aussi leur capacité à travailler en équipe. Ça, on l'avait vu déjà précédemment dans les études que nous avions menées il y a 2 ans, où elles accordaient beaucoup plus de place à l'entraide et au travail en équipe, y compris avec des partenaires extérieurs à leur entreprise. Je parlais tout à l'heure des alliances avec des cabinets ou des géants de la tech. Là, elles jouent pleinement le jeu de l'élan collectif, donc ça c'est un élément important. Et puis, peut-être qu'elle joue également sur des leviers un peu différents, c'est-à-dire celui de l'agilité, de la résilience aussi. On sait que souvent, on est amené à gérer plusieurs vies en une, plusieurs journées en une. Eh bien, la complexité, l'adaptation, elles en ont fait preuve. Et puis, je pense qu'on vit aussi une ère de changement du mode de management. Il n'est plus basé sur le présentiel, on le sait tous. Il n'est plus basé sur le contrôle, faute de présence aussi parfois. Il est beaucoup plus basé sur la confiance. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément important sur lequel les femmes ont des choses à dire. Elles ont démontré aussi. Et donc, je pense que ça, c'est extrêmement positif. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui suis optimiste. Dans leur gouvernance et dans le contexte qui encadre leur gouvernance, aucune plainte sur des difficultés qui seraient liées à un environnement qui pourrait être hostile, environnement masculin qui pourrait être hostile ou un peu freinant? Ce n'était pas complètement le thème de notre étude, d'aller chercher plutôt les plaintes. C'était plutôt de voir quels étaient les élans dans lesquels se trouvaient ces femmes. Bien sûr, il y a un monde qui parfois n'est pas aussi favorable, accueillant, mais il y a beaucoup de travaux, de progrès qui ont été faits en matière de culture managériale, de limitation des pensées biaisées, je vais dire. Nous-mêmes, chez KPMG, on a formé tous nos associés, nos managers à identifier ces biais inconscients. Donc je pense que ça, c'est des domaines qui ont permis d'avoir un environnement un peu plus accueillant. Mais c'est surtout que elles ont davantage confiance en elles, et puis elles voient que ça fonctionne. Il y a davantage de rôle modèles aujourd'hui qui leur permettent de rêver, de se projeter et d'affirmer leurs objectifs tout simplement. De rêver, de se projeter et de faire rêver aussi, parce qu'elles ouvrent des portes, ces femmes dirigeantes. Voilà, certainement. Et j'imagine que c'est l'intérêt de cette étude, c'est de faire passer... De montrer que c'est possible, oui. et de montrer qu'effectivement, il y a des compétences qui sont
complémentaires. Alors moi, je ne veux pas verser dans la stéréotype non plus, mais il y a des compétences qui sont peut-être mieux assumées par les femmes, qui aujourd'hui résonnent pleinement dans une phase de rebond économique où voilà, c'est l'élan de tous qui va compter. Merci Marie Guillemot pour, pour cette étude et pour nous l'avoir présentée en des termes aussi clairs. Nous allons donc poursuivre notre réflexion dans un instant avec la première table ronde de la journée consacrée à la question essentielle du quota. On parlera notamment de ce principe du quota dans la République française. A tout de suite. Question essentielle mais qui reste en grande partie taboue, celle des quotas. Sont-ils légitimes? Sont-ils efficaces pour lutter contre des biais de représentation, en tout cas de mauvaise représentation des femmes dans l'entreprise? Nous allons en parler avec des invités, mais vous aussi qui nous regardez derrière vos écrans, vous pouvez participer à notre discussion et poser des questions via le chat. Nous allons y répondre en plateau dans la deuxième partie de notre échange. J'accueille donc sur ce plateau Agnès Cloarec, bonjour. Bonjour. Avocate honoraire, membre de l'IWF. Marie-Jo Zimmermann, ancienne députée UMP de Moselle de 1998 à 2017 et co-rédactrice d'une loi dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est la loi Copé-Zimmermann. Bonjour à vous, vous êtes en duplex avec nous. Thibault Langsade, PDG de Jouve, spécialisé dans l'accompagnement des transformations digitales, ancien vice-président du MEDEF. Bonjour, merci d'être là. Patrick Bertrand, directeur général de la société CJ, d'éditrice de logiciels spécialisés. Non, c'est fini. C'est terminé. Je ne suis pas à la page. Mais c'était une très belle époque. Hein. D'accord. En tout cas, vous êtes membre du MEDEF et en charge du comité gouvernance des entreprises. J'ai bon. Tout à fait. Merci d'être là. Et enfin, Jérôme Franz, président de la Fédération des industries mécaniques. Ancien président. Ancien, décidément, et vice-président de la CCI Paris-Île-de-France. D'abord, une question collégiale à laquelle je vais vous demander de répondre rapidement, si possible, en 2 ou 3 mots. C'est pas facile, mais vous allez voir. Pour vous, la question des quotas, est-ce que c'est une question pleinement légitime pour faire avancer la situation qu'on connaît? Est-ce que c'est un pis-aller? Est-ce que c'est faute de mieux? Ou est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est dangereux? C'est essentiel. Et le succès de la loi Copé-Zimmermann et malheureusement aussi des sanctions peur du gendarme attachées à la loi Copé-Zimmermann, on est la preuve, en tout cas dans les sociétés cotées. Je vais même plus loin. Ça veut dire que c'est pleinement légitime pour vous? Pour moi, c'est légitime parce que incontournable. Copé-Zimmermann, la loi Copé-Zimmermann le démontre, et je vais plus loin. Nous devrons appliquer les quotas dans les CODIR et les COMEX si l'on veut aller jusqu'au bout de cette évolution paritaire. Patrick Bertrand. Favorable au fait qu'on se fixe des objectifs, parce qu'après l'incitation et la prise de conscience, il faut obliger. La vraie question, et ça ne vous étonnera pas de la part d'un dirigeant d'entreprise, c'est le comment. Et c'est là où intervient la question du quota. C'est de cela dont il faudra parler. Non, OK sur les objectifs, mais comment on les définit, qui les définit? Et évidemment, je ne vais pas ouvrir le débat, mais en France, on adore imaginer que tout se passe au niveau du gouvernement, de l'administration et du Parlement. Donc le quota, oui, sur le principe, mais voyons comment on le met en place. Comment on organise ce dispositif, et on a fait des propositions. Alors, sur le principe du quota, parce que là, on est dans un débat qui est un peu un débat de philosophie juridique, finalement. On nous dit que le quota, c'est dans une République française qui est égalitaire et qui plaide pour l'égalitarisme, c'est quelque chose qui contrevient à cela. Quel est votre sentiment ? Je pense que c'est un bon outil qui a montré son efficacité, qu'il faut utiliser certainement avec parcimonie, et surtout, j'allais dire, l'utiliser dans les bonnes circonstances. Mais je crois qu'on y reviendra. D'accord. Thibault Langsade. Oui, mais adapté. Vous avez 3 millions d'entreprises, vous avez des entreprises de grande taille, des entreprises de taille intermédiaire, des PME, des TPE, vous avez celles qui sont centenaires, anciennes, jeunes, start-upeuses, et puis servicielles, industrielles, digitales. Et donc, ça doit être adapté à la spécificité de l'entreprise. C'est tout l'intérêt de ce débat, Marie-Jo Zimmermann. On voit bien que sur la question des quotas, c'est un oui, parce que ça marche, mais vous, quand vous avez co-rédigé cette loi avec Jean-François Copé, est-ce que cette
cette adhésion au principe du quota, est-ce qu'elle a été facile, est-ce qu'elle a été naturelle pour vous ou est-ce que c'est un cheminement? Alors, pour moi, elle est naturelle. Voilà. Malheureusement, pourquoi? Parce que lorsque on légifère en 2011 avec Jean-François Copé, nous sommes, je dirais, 10 ans après la loi Génisson, où notamment les lois sur l'égalité professionnelle ne sont pas appliquées. Voilà. Et donc, il y avait à ce moment-là, de la part de Jean-François Copé et de moi-même, l'envie vraiment de faire appliquer ces lois, et c'est là où je remercie aujourd'hui notamment Madame Moreno, que vous aurez l'honneur de recevoir, je crois, tout à l'heure, mais également toutes les personnes qui, tout au long de cette période, ont compris que la loi sur les quotas, c'était pas imposer seulement des femmes, c'était bien mettre en place quand même un point qui pour moi était essentiel, c'est que à partir du moment où on n'arrive pas à faire respecter les lois, on le prend par le haut. Et par le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on impose des quotas dans les conseils d'administration, et un article auquel je tenais beaucoup à ce moment-là et que je continue à promouvoir, à savoir le fait que dans ces conseils d'administration, on ait tous les ans un rapport qui analyse la politique d'égalité dans les entreprises. Alors, on va y revenir, Marie-Jo Zimmermann. Je voudrais qu'on reste juste pour le début de ce débat sur le principe du quota. Vous nous dites que pour vous, cette option a été simple et facile. Comment a-t-on réagi dans la classe politique, y compris dans votre camp politique? Quelles ont été les réactions à ça? Alors, là, je peux vous dire que ça a été difficile. Mais, vous savez, je pense qu'on est efficace quand on a des combats rudes à mener. Et oui, on a eu des combats très rudes à ce moment-là, non seulement dans la classe politique, mais également avec le MEDEF. Et je dirais même les gens qui aujourd'hui disent c'est bien, très souvent n'ont pas accompagné cette loi. Bon, c'est pas grave, nous avons été, je dirais, extrêmement forts, à la fois Jean-François Copé et moi, nous n'avons jamais cédé. Pourquoi? Parce que on considérait que, comme le dit très justement Christine Lagarde, quand on légifère, on trouve des femmes, quand on ne légifère pas, on trouve des excuses. Et dès 2011, moi, je me suis attelée à contrôler tous les ans l'avancée. Parce que en 2011, lorsqu'on légifère, on est à peine à 10% de femmes dans les conseils d'administration. Et 2017, on est à, je crois, si mes souvenirs sont bons, plus de 40%. On va revenir dans un instant sur la question de la mise en œuvre qu'évoquait d'ailleurs Patrick Bertrand à la réponse de la première question. Je voudrais quand même interroger Agnès Cloarec, la femme de droit, sur cette question du quota. Parce que est-ce que là on entend une lutte pragmatique, guidée par le pragmatisme, mais est-ce que sur le plan du principe, le quota ne pose pas un problème du principe juridique dans notre République française? Et comment vous vous accommodez de ça, vous? Alors, je ne tomberai pas dans le piège de discrimination positive qui est... Pourquoi? C'est de la discrimination positive. Non. Ce n'est pas de la discrimination positive à partir du moment où on n'impose pas, et ça a déjà été jugé en particulier sur un plan européen, la parité égalité, c'est-à-dire 50%. Deuxièmement, la parité fait partie donc de la diversité et malheureusement, nous sommes en France, il a été démontré que la soft law, c'est-à-dire les codes de bonne conduite, ne permettaient absolument pas d'aboutir à un résultat probant, alors que la loi et les sanctions y afférentes permettent d'aboutir aujourd'hui au fait que la France, avec 44% des femmes dans les conseils d'administration, et merci Madame Zimmermann pour cette merveilleuse loi, permettent donc de classer la France en tête des pays d'Europe et je crois seconde dans le monde derrière l'Islande. Il n'y aurait donc pas d'alternative aussi efficace, Thibault Langsad, que celle du quota pour parvenir à faire bouger les choses?
Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y avait des récalcitrants, une politique d'égalité parité correctement menée dans une entreprise, on sait que c'est 0,4 points de croissance par le CDE. On sait que c'est 10% d'engagement complémentaire et on sait que c'est une amélioration sensible, la ministre l'a dit, de la marge brute de l'entreprise. Donc déjà ça, c'est un postulat qui doit inciter les entreprises à faire attention, en tout cas sur les aspects économiques. Après, ce que j'ai exprimé tout à l'heure très brièvement, c'est que les entreprises sont plurielles. Il y a des entreprises cotées, il y a des entreprises privées, grandes, petites. Et donc le déploiement de ces quotas, qui est probablement nécessaire, plus facile dans les grandes entreprises paradoxalement, compte tenu du fait qu'elles ont des viviers pour pouvoir recruter. Donc c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la volonté. Elles ont la capacité en termes de rémunération, elles auront la capacité en termes de recrutement, parce que les viviers sont là. Quand vous avez une entreprise qui a 100 000 collaborateurs, là, il n'y a pas d'excuse. Quand vous avez une entreprise qui est plus petite, une entreprise de taille intermédiaire, centenaire, une TPE, une PME, là, ça peut devenir compliqué. Est-ce que vous regrettez une imposition trop globale de ces dispositifs? Il faut faire attention de la façon dont c'est décliné. Parce qu'aujourd'hui, la parité économique, c'est-à-dire que quand on regarde l'état des lieux en termes de chef d'entreprise, femme chef d'entreprise, elle est de l'ordre de 30%. Et donc, il faut s'assurer qu'on puisse décliner, on va dire, ce ratio de façon cohérente dans l'entreprise. D'entendre que la formation puisse monter en puissance pour avoir ce vivier. Mais ça passe par quoi? Par donner du temps? Ces lois intègrent ça. Pour des entreprises spécifiques des trajectoires, donc du temps. Et les trajectoires, elles peuvent être. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, selon vous? Il faut faire attention, en tout cas sur le projet de loi qui est en cours, de s'assurer qu'on puisse donner une trajectoire nécessaire aux entreprises de remplir ces conditions pour qu'on ait une parité optimum. Donc oui pour les quotas, à condition que ce soit décliné dans le temps et adapté à la typologie de l'entreprise. Quand vous avez une entreprise qui est start-up, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, cette jeune génération, elle se pose beaucoup moins la question que d'entreprises éponyme, ancienne, patrimoniale, totalement familiale, qui va avoir... Même si dans les startups, il y a quand même un problème de représentation des femmes, assez clair. Oui, parce que ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers. Vous avez une sous-représentation féminine dans les métiers IT, qu'il faudra probablement combler. Est-ce de la responsabilité de l'entrepreneur? Non, il a besoin de recruter. Évidemment, la ministre le disait tout à l'heure, on a besoin de recruter. Mais on a une inadéquation dès le départ. Alors après, il faut juste terminer sur les postes de responsabilité, et c'est là où il faut donner une trajectoire, y compris pour les conseils d'administration. Ces craintes sur la mise en œuvre, vous les entendez, ces craintes de la part des patrons membres du MEDEF? Bien sûr, mais pas membres du MEDEF, des patrons tout simplement, parce que c'est la vraie vie de tous les jours des dirigeants d'entreprise. Et c'est pour ça que je corrigeais sur le oui, mais, c'est pas le oui, mais, c'est oui et comment. Et c'est ça qui est essentiel. Alors je vais faire deux commentaires. Le premier, très intéressant, et je partage ce qui a été dit sur les quotas, sur les conseils d'administration, qui correspondait à une période où la crainte de la sanction pouvait être la motivation principale de mettre en œuvre tel ou tel dispositif. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent, qui est double, c'est-à-dire la crainte de la réputation est au moins aussi importante que la crainte de la sanction. Et donc, de ce fait, il faut faire évoluer l'art de gouverner et de légiférer. Je vais y venir. On a moins besoin de mettre la sanction pour que les entreprises bougent, parce que d'un autre côté, il y a une pression qui est considérable. Très rapidement, pression de qui? Des clients, des talents. Les talents ne veulent pas venir, et en particulier les femmes, ne veulent pas venir dans les entreprises qui n'ont pas une politique avérée sur ces sujets. Maintenant, des financements. Essayez d'aller faire une levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement. Je vous garantis que si vous n'avez pas pris des engagements précis sur différents domaines, et notamment en matière de parité, vous n'arriverez pas à réaliser votre levée de fonds. Donc ça, c'est le point de contexte. Je vais être très court. Le deuxième point, c'est le comment. Alors, en France, on adore, vous avez parlé de la soft law, vous avez raison de dire que l'autorégulation, de temps en temps, il faut un peu la forcer au travers de la loi. Mais en France, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la loi, c'est plus que la loi. C'est tout juste si vous n'avez pas la notice d'application qui a été écrite par les députés, puis après par la haute administration. Donc, ce que nous disons, oui, pour les objectifs, on peut appeler ça quota. Comment? Eh bien... Mettez en place. Objectifs, il faut qu'ils soient appliqués pour mais mettez en place. Oui, bien sûr, mais appelons ça quota si vous voulez. Mettons en place l'obligation pour les entreprises que nous avons mis en place dans le code AFEP-MEDEF, obligation pour les entreprises d'avoir un plan en matière de parité, obligation de se fixer des objectifs et d'expliquer
Pourquoi j'ai tel objectif? Et on rejoint sur ce qu'a évoqué tout à l'heure Thibault, parce que selon les secteurs d'activité, c'est un peu compliqué. Obligation de rendre compte chaque année à l'Assemblée générale ce que l'on a fait et comment on l'a atteint. Donc de grâce, arrêtez de faire des lois qui ressemblent à des notices de nomenclature qui ne marchent pas. Faites confiance aux entreprises. Votez le principe des quotas. Votez le principe de l'obligation d'aller vers une parité. Contrôlez votre loi, parce qu'on a du mal à évaluer. Vous allez avoir une réponse à toutes ces demandes avec Pierre Rixain qui est en duplex avec nous et qu'on retrouvera dans un instant. Mais je voudrais juste poser une question à Jérôme Frantz, dont je sais qu'il est très impliqué sur les questions de diversité au-delà de la parité. La question du quota, et je reviens là au principe du quota, ça pose la question de la limite. Où on s'arrête? Pourquoi les quotas seraient-ils légitimes sur la question de la parité et ne le seraient-ils pas sur la question de la diversité ethnique, par exemple? Une fois encore, je ne suis pas convaincu que le quota soit vraiment le fond du problème. Thibault l'a évoqué tout à l'heure, il y a un vrai problème derrière qui est le vivier. C'est bien de fixer des quotas, mais où est-ce que vous allez prendre les mecs et les nanas pour remplir les quotas? On l'a vu avec ce qui s'est passé. Ça, c'est partir du principe que les talents n'existent pas. Or, il y en a qui ne trouvent pas. Écoutez, j'avais un de mes vieux camarades qui a fait l'ESSEC, alors certes, il y a quelques années, qui me disait, moi, mon drame, c'est que dans ma promo, il y avait une fille. Aujourd'hui, l'ESSEC, c'est 51% de femmes dans les promotions. Voilà, c'est tout le vivier, on est en train de le construire, mais il faut le construire. Il faut cet accompagnement, et pardon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais regardez quand même ce qui s'est passé avec les administrateurs, plutôt les administratrices. C'est très bien, vous évoquiez tout à l'heure, je crois 43% aujourd'hui, la France est en tête. Sauf que quand vous commencez à regarder, moi, toutes mes copines qui sont administratrices dans le SBF 120, c'est toutes les mêmes. On les retrouve toutes. Ça veut dire qu'il y a déjà un vrai problème de vivier. On ne va quand même pas recommencer avec les COMEX. Et puis ensuite, si vous voulez, un autre souci, on parle de qui, là? Thibault l'évoquait aussi tout à l'heure. Les quotas, ça va s'appliquer à qui? SBF 120, une centaine d'entreprises. Il y a 3 millions d'entreprises en France. Et ce dont on ne parle pas, les patronnes d'entreprises, de nos boîtes, de nos PME, de TPE, elles sont combien? Près de 30%. Et ça, on ne le dit pas. Alors que les femmes ne représentent que 43% de la population active. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est déjà probablement à 30% des patrons, même à probablement plus de 30% des patrons qui sont des patronnes. C'est que ça marche. Pourquoi? Simplement parce que le vivier, et vous l'évoquiez longuement tout à l'heure avec la présidente de KPMG, les choses ont évolué, l'organisation des entreprises a évolué. Ce qui était une organisation qui ne plaisait pas aux femmes, parce qu'il faut quand même le dire, ça ne les intéressait pas, et en plus elles en avaient été exclues pendant des décennies. Aujourd'hui, on commence à avoir des organisations qui sont peut-être faites plus pour les femmes que pour les hommes, naturellement, si vous voulez, et c'est ce qu'on est en train de voir dans nos entreprises, naturellement. Regardez les ETI, le nombre d'ETI qui sont pilotés par des femmes, et particulièrement dans l'industrie. Ça veut dire que les choses avancent bien. Les choses avancent. On va en parler avec Marie-Pierre Rixain, députée LREM de l'Essonne, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Vous venez tout juste de faire passer en commission des lois un projet de loi dont on entend bien qu'il suscite quelques appréhensions. La parité dans les COMEX, ce n'est pas la parité dans les conseils d'administration. Est-ce que vous pouvez réagir à ce que vous avez entendu depuis le début de cette table ronde? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors j'entends peut-être en effet quelques appréhensions, mais ce que j'entends aussi surtout, c'est une détermination à la fois de mes collègues qui ont voté ce texte hier à l'unanimité, et puis également un engagement de la part d'un certain nombre de femmes et d'hommes, chefs d'entreprise que nous avons également auditionnés durant la préparation de ce texte, et qui, eux, souhaitent que nous allions plus vite et plus fort, parce qu'aujourd'hui, eh bien, en effet, comme l'ont rappelé notamment les précédents interlocutrices, notamment, et je salue Marie-Josée Merman, qui, évidemment, qui a mené un travail remarquable il y a 10 ans, et avec beaucoup d'humilité, j'espère poursuivre les travaux qu'elle a engagés. Alors Marie-Pierre Rixain, je fais une parenthèse, je vais me faire un peu, parce que comme vous êtes toutes les deux en visio compliqué, mais je vais me faire un peu, et peut-être qu'elle va me taper sur les doigts, mais le porte-parole de la position de Marie-Josée Merman, qui disait elle-même que, autant sur la question d'imposer du quota dans les conseils d'administration, il n'y avait aucun problème. En revanche, imposer des quotas
dans des postes opérationnels, c'était beaucoup plus compliqué. Elle était un peu plus réservée sur cette piste-là. Alors, je n'étais pas là précisément au moment où elle était intervenue sur ce point. Et je m'étonne parce que j'ai beaucoup échangé avec Marie-Josée Je l'ai lu, elle nous je crois que vous répondra avez tout du à mal l'heure. à comprendre sa position, mais je ne voudrais pas être moi-même sa porte-parole. Je pense qu'elle est tout à fait à même d'expliquer ce qu'elle pense. En effet, là où probablement vous pointez du doigt un sujet, on parle ici du plafond de verre. Ce plafond de verre dans les entreprises, eh bien, on peut le fissurer soit à travers un escalier extérieur, celui qu'a construit Marie-Jo Zimmermann et qui a permis aujourd'hui à la France d'être le 2e pays mondial en matière de présence des femmes dans les conseils d'administration, avec 43% de femmes. En effet, vous savez que les conseils d'administration, c'est un recrutement extérieur à l'entreprise et renouvelé tous les 3 ans. C'est la raison pour laquelle je parle d'un escalier extérieur. Aujourd'hui, avec la proposition de loi que j'ai déposée et que mes collègues ont donc voté hier à l'unanimité, nous sommes en train de construire un escalier intérieur, de faire en sorte que les femmes puissent gravir sans difficulté les différentes marches qui leur permettront d'accéder aux postes à responsabilité et aux postes de direction, et notamment de construire ce fameux vivier. Et donc, je me réjouis que nous partagions absolument la même position avec les acteurs présents à vos côtés en plateau, construire ce fameux vivier, c'est-à-dire ce vivier de cadres dirigeants qui seront à même d'accéder au CODIR et au COMEX, voire même directement sur les membres des CODIR et des COMEX. Alors, sur évidemment l'ambition et sur l'objectif, tout le monde est d'accord autour de cette table. La question que l'on pose dans cette table ronde, c'est le quota. Faut-il en passer par le quota pour arriver à cet objectif? Je voudrais donner la parole à Marie-Jo Zimmermann, dont je me suis fait le porte-parole par rapport à des déclarations que j'ai lues dans la presse. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Est-ce que mes collègues ont fauté ou pas? C'est passé au check fast. Non, mais je dirais que c'est très facile de sortir des phrases d'un certain contexte. Je dirais que ce que j'ai toujours affirmé, c'est que autant, effectivement, comme l'a très justement dit Marie-Pierre, en 2011, d'abord le contexte était différent, c'est sûr, mais alors permettez-moi de vous dire que ce que je viens d'entendre tout à l'heure, je l'ai vécu, mais de la même façon. Enfin, on ne trouvait pas de femmes, il n'y avait pas de vivier, etc. Bon, là, ça, je veux dire, je connais. Bon, et si j'avais cédé à ces arguments, code AFEP, MEDEF, bon, tout ça, je veux dire, moi, je suis très contente que les codes existent, mais simplement, quand on ne légifère pas, malheureusement, on n'avance pas. Parce que les codes, c'est les bonnes intentions. Je suis hors. Mais ce que je voulais dire, c'est que si, et je pense que vous n'avez pas dû comprendre ma première intervention, pourquoi on a légiféré sur les CA? Parce que les lois sur l'égalité professionnelle n'étaient pas appliquées dans les entreprises. Voilà la difficulté. Et si on avait appliqué... Alors, je n'irai pas revivre le XXe siècle, mais enfin, excusez-moi, en 1972, 1983 et la première en 2001, la loi Génisson du XXIe siècle, si on avait respecté ces lois correctement dans toutes les entreprises, mais aujourd'hui, on ne serait pas obligé, 20 ans après, de toucher au CODIR et au COMEX. Tout simplement parce que, mais naturellement, les femmes auraient accédé à ces postes. Marie-Jo Zimmermann, on comprend l'intérêt de la contrainte. On la voit dans ce que vous nous dites, l'intérêt de la contrainte. Vous posez une autre question, c'est celle de la sanction. C'est celle de l'application et celle de la sanction. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, l'État, qui a suffisamment de suivi de ces lois-là, et est-ce qu'il vous semble qu'il faut aller plus loin et qu'il faut sanctionner les entreprises qui ne joueraient pas le jeu? Vous savez, la sanction existe, aujourd'hui, il faut l'appliquer. Elle est appliquée? Voilà. Très peu, malheureusement. Et je vois Madame Grésy qui dit pas du tout. Excusez-moi, bon... il y a quand même, disons, au moins une intention de l'appliquer, la sanction. Mais ce que j'avais demandé, rappelez-vous, c'est le contrôle de la sanction.
Et malheureusement, c'est un point, je dirais, qui n'est pas suffisamment travaillé. C'est des recommandations qui avaient été faites. Je ne les retrouve pas aujourd'hui dans la loi et j'espère qu'avant le prochain mandat, on arrive à mettre ce point de sanction, notamment sur, je dirais, la lisibilité de ces applications de loi. Et la sanction, inévitablement, elle arrivera. Parce que la sanction existe et si on n'a pas de lisibilité suffisante, on ne peut pas appliquer. On va faire réagir un peu au plateau, Marie-Josée Merman, merci. Jérôme Franz, vous leviez la main tout à l'heure. Oui, non, je voulais rassurer Madame Zimmermann parce qu'il ne s'agit pas de dire que le vivier, il n'existe pas. J'ai dit exactement l'inverse. Aujourd'hui, on a bossé sur les viviers. Donc, oui, non, mais donc, si vous voulez, je dis bien, on ne va pas vous opposer qu'il n'y a pas de vivier. Nous avons travaillé sur les viviers et aujourd'hui, ESCP 51%, HEC, ils ont des efforts à faire, ça n'est que 40%, c'est quand même pas mal. Et après ça, en revanche, il va y avoir toutes les écoles d'ingénieurs dans lesquelles il faut bosser. Parce que les écoles d'ingé, globalement, c'est 12% de filles. On a à la Chambre une belle école qui s'appelait ITESIA, qui s'appelle l'Essier, dans laquelle on a mis en place des trucs qui font qu'on est passé de 12 à 22% en 2 ans. Donc ça existe et les moyens existent. Donc la question du vivier, la question de la sanction, Thibault Langsade. Alors moi, je ne suis pas favorable au name and shame. Je sais que c'est très à la mode, on le fait pour les délais de paiement, on le fait pour beaucoup de choses. Je pense que c'est très pénalisant pour l'entreprise, mais ça, c'est un autre débat. Après, la sanction, à partir du moment où il y a une loi, il faut que la loi soit suivie. C'est le propre, on va dire, de la loi. Mais une fois de plus, ce qui est important, c'est de donner la trajectoire. Et je le redis pour une troisième fois, ce n'est pas adapté à toutes les entreprises. Et donc, il faut faire très attention à la façon dont on peut le déployer, parce qu'une grande entreprise a les viviers, une petite entreprise n'a pas les viviers. Vous l'entendez, ça, Marie-Pierre Exin? C'est pas adapté à toutes les entreprises? Oui, je pense en effet que ça n'est pas adapté aux plus petites d'entre elles, hein. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis un seuil qui, je crois, est raisonnable. Je pense aussi que ce seuil doit être le même pour toutes les entreprises aux différents strates que nous allons leur fixer, c'est-à-dire 30% d'ici 5 ans et 40% d'ici 8 ans. Vous savez, en effet, nous avons auditionné Christine Lagarde dans le cadre de nos travaux et elle nous a alerté sur 2 points. Le premier, c'est qu'il fallait que la mesure soit simple à mettre en place pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles sachent exactement de quel périmètre il s'agissait. Et aujourd'hui, je crois qu'on l'a redéfini justement et avec précision de manière à ce que ce soit bien opérationnel pour les entreprises et lisible de manière à ce que chaque entreprise sache exactement si elle est concernée ou pas concernée par la mesure. Et enfin, la granularité, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les femmes puissent accéder aux différents strates de responsabilité et que nous n'ayons pas une mesure qui serait trop diluée avec dans les dernières une surreprésentation des femmes et puis toujours dans ce top management, une surreprésentation des hommes, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sensible, Patrick Bertrand, à ces égards, à cette attention du politique sur les conditions de mise en œuvre d'une loi concrètement dans les entreprises de France? Nous allons voir comment elle se traduit, mais les premiers éléments donc, sont très positifs et je voudrais quand même sortir des discours tout à l'heure sur le manichéisme. Les entreprises, comme elles demandent une adaptation, elles seraient donc contre. On est très favorable au fait qu'il y ait une montée en puissance sur le plan de la loi sur cette thématique-là. Elle est essentielle, Thibault l'a rappelé, c'est un élément de dynamique pour les entreprises, donc nous sommes très favorables. Mais est-ce que vous devez faire de la pédagogie? Est-ce que vous devez faire de la pédagogie auprès des patrons? Est-ce qu'il n'y a pas des résistances? Non, alors vraiment... Est-ce que tout le monde applaudit des deux mains, standing ovation? Non, mais le point de fond, c'est que le travail de pédagogie a été fait, il est intégré à bien des points de vue. Ce qui vient immédiatement dans la tête du dirigeant d'entreprise ou de la dirigeante d'entreprise, c'est je fais comment? Et donc c'est en ce sens qu'il faut accompagner dans le sujet des délais, accompagner avec les moyens pédagogiques ou structurels qu'il faut mettre en œuvre, accompagner sur le schéma éducatif. Et je voudrais saluer le fait que la loi... C'est un petit bout, à ce stade, on attend le texte, mais traite de ce sujet de l'accès des jeunes filles et des jeunes femmes aux filières qui sont genrées plus masculins, avec tout un travail qui est fait. Donc voilà, le sujet, le chemin est là. On est tous d'accord, il n'y a pas de question sur le fait de dire pourquoi vous voulez légiférer. Mais vous voulez légiférer jusqu'à quel niveau de détail et faites un petit peu confiance aux entreprises. Au passage, si vous me laissez encore juste 2 minutes, au passage,
C'est une belle reconnaissance du rôle majeur et sociétal qu'ont les entreprises, puisqu'on ne parle que des entreprises. On parlera, on dira il y a un mot de la 24% de fonction salariés publique. qui relèvent du secteur On dira un public. mot de la fonction publique Est-ce tout à l'heure. que les sanctions s'y appliquent? C'est pas pour dire pourquoi vous nous le Agnès. faites à nous et pas aux autres. Mais le combat pour les femmes, il est partout, et en particulier dans tout ce qui relève de la sphère publique. Et donc il faut que l'on intègre une dynamique qui soit une dynamique sociétale et pas une dynamique économique avec comme seul point de repère l'entreprise, qui, encore une fois, c'est un peu normal compte tenu du rôle essentiel, et la crise l'a montré, du rôle essentiel et stable d'une entreprise dans le fonctionnement d'une société. Agnès Cloérec, on voit bien depuis le début de notre échange que la loi, si elle est importante, elle ne fait pas tout, elle ne doit pas être la seule à réguler. Et à ce titre-là, l'IWF a un rôle important, un rôle qu'elle joue dans justement cette éducation à la parité. Tout à fait. Alors, j'aimerais rebondir sur un point qui a été très bien soulevé. En ma qualité d'administratrice de la compliance, on travaille beaucoup sur la RSE extra-financière. Et il est clair que la loi produit ses effets, aussi grâce aux craintes de l'entreprise en termes d'image et de réputation. Il est clair que la parité est par toutes les parties prenantes d'une entreprise scrutée, et en particulier les fonds, qui depuis Enron se sont rachetés une virginité. Deuxièmement, pour attirer des jeunes talents, la parité est un argument extrêmement important, et c'est essentiel, parce que les jeunes ne sont pas attirés en particulier par les grands groupes. Et l'éthique va jouer dans les années à venir un rôle absolument primordial, essentiel, ne serait-ce qu'en matière concurrentielle. Le paradoxe quand même de ce débat et de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que sans la loi, ça ne marche pas, et avec la loi seule, ça marche mal. Alors j'aimerais rebondir. En fait, il y a une évolution des entreprises, et je crois qu'il y a... humblement, moi j'ai beaucoup travaillé sur le rapport annuel, enfin le rapport qui a été déposé en décembre, qui est remarquable, du Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes. Il est exceptionnel, c'est une synthèse à la fois de ce que l'on peut faire, des recommandations pratico-pratiques qui sont remarquables, et qui pointent à un élément que je trouve extrêmement intéressant, parce que c'est un élément qui rejaillit de pas mal d'entreprises quand on les interroge. C'est revoir finalement la logique actuelle qui consiste, en tout cas en France, et dans plusieurs pays européens, à identifier les jeunes talents, les hauts talents, dans une tranche d'âge 30-40 ans. Or, c'est la tranche d'âge où les femmes en général sont accaparées en quelque sorte par leur maternité. Voilà, donc là, il y a un vrai problème. C'est un exemple parmi d'autres. Et j'aimerais aussi, j'ai peut-être été un petit peu très affirmative, mais je tiens à, pour moi, les quotas sont un moyen pour arriver à la parité. Ils doivent être, et vous l'avez très justement indiqué, ils doivent être bien évidemment étayés par une politique interne de promotion de la parité, qui est essentielle. Et j'en ai donné un exemple, mais vous verrez que dans le rapport du Haut Commissariat, il y a une série d'exemples pratiques. Enfin, je terminerai par un constat. L'Allemagne vient de prendre une loi qui impose les quotas dans les COMEX. Dans les directoires. Le quota, dans les directoires. Oui, directoire. Le quota, donc un outil manifestement indispensable. Est-ce que cet outil-là, il a vocation à être pérennisé, ou est-ce que pour vous, ça doit être un dispositif qui accompagne l'éducation et qui serait donc un dispositif transitoire ? Il ne peut être que transitoire, parce qu'à partir du moment-là, on peut avoir des quotas sur d'autres choses. Donc il faut s'assurer que la trajectoire qui soit menée, je suis plutôt heureux d'entendre que ce sont des trajectoires longues de 10 ans pour pouvoir faire évoluer. Et à partir de là, il faudra espérer que ces quotas, il faudra ajuster la loi pour que ça disparaisse. Mais... Et les quotas sur d'autres choses, ça pose un problème. C'est pas ça, c'est que s'il faut contraindre parce que les entreprises ne sont pas au niveau, parce que c'est quand même ça ce qui est demandé, il faut faire attention de ne pas entraver la dynamique entrepreneuriale de l'entreprise. Mais là, ce n'est pas le cas, et les trajectoires qui sont données sont assez longues. Ouais. Mais c'est là où effectivement, le bas peut peut-être blesser sur ce principe du quota, et j'ai entendu personne me dire qu'il y avait peut-être un problème de principe
dans la mise en place de dispositifs aussi contraignants, chiffrés, qui pourraient être appliqués à la parité, mais aussi ensuite à la diversité et à d'autres thématiques. Moi, je vous donne un point, c'est que dans mon entreprise, on a 2000 collaborateurs, on est présent dans 7 pays. On a mis en place cette politique depuis 4 ans. Et on ne l'a pas fait parce que la loi nous y posait, enfin, nous l'a contraint. On l'a fait d'abord parce qu'il y a une volonté des collaborateurs. Sans la loi, vous l'aurez fait. Vous l'auriez fait, pardon. Je pense que sans la loi, on l'aurait fait au même rythme. La seule chose, c'est qu'on est une entreprise de taille intermédiaire et donc on doit avancer de façon séquencée. La première difficulté, c'est qu'on n'a pas eu les personnels que l'on voulait. Quand vous renouvelez votre COMEX, et notamment sur la partie IT, je suis désolé, on n'a pas trouvé. Et pourtant, on a imposé au cabinet de recruteurs, aux chasseurs de tête, de nous présenter des femmes. Ils n'ont pas réussi. Comment vous faites? Vous mettez les postes vacants, vous attendez non, on est une entreprise de taille intermédiaire, il faut avancer. On a corrigé les salaires. Progressivement, on ne l'aurait pas fait du jour au lendemain. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, je ne pouvais pas corriger du jour au lendemain. On s'est donné une trajectoire de 4 ans. Et aujourd'hui, on a réduit l'indice de 2%. Et puis, on n'avait pas de femmes au conseil d'administration. Il m'a fallu attendre cette année pour avoir 2 femmes au conseil d'administration. Les choses arrivent. Mais je ne peux pas brusquer, violenter à la fois les collaborateurs, les discriminer. Et ça, c'est assez important d'expliquer aux collaborateurs qui doivent participer à cette politique-là, et puis convaincre les actionnaires que, in fine, non seulement ils doivent appliquer la loi, mais c'est également bon pour le Conseil. Il m'aura fallu 4 ans pour passer d'un indice de 73 à 93. Et je ne suis pas le plus exemplaire. Dans l'IT, très brièvement, dans l'industrie, dans la métallurgie Une fois encore, que les quotas soient un aiguillon pendant un certain temps, et si on voit vraiment que ça ne marche pas, qu'on le fasse, pourquoi pas. Moi, je suis persuadé que les choses avancent et que les mentalités sont vraiment en train de changer. Mais une fois encore, on ne va pas dans nos entreprises opposer les hommes et les femmes. Dans mon entreprise industrielle que j'ai maintenant cédée, j'ai eu, il y a maintenant 15 ans, sur 3 ateliers, j'avais 2 femmes qui dirigeaient les ateliers. Dans une boîte où il y avait 22 nationalités différentes et beaucoup de collaborateurs musulmans, où ce n'était pas toujours très très facile de leur faire comprendre qu'ils allaient être dirigés par une femme. On y est arrivé simplement parce qu'on leur a fait comprendre que on n'avait pas d'autre idée que cette femme-là, à ce poste-là, ce qu'on pensait que c'était la meilleure. Alors, il m'a fallu 10 ans pour les former. Mais ça marche. Donc si vous voulez, il faut encore qu'on nous laisse le temps. Si on a des gens qui ne respectent pas les règles, parce qu'après ça se pose aussi des problèmes de concurrence. Mais bizarrement, les entreprises qui ne feront pas ce qu'on est en train de leur demander tous autour de la table, je pense qu'elles ne vont pas durer très longtemps. Patrick Bertrand, il faut donc de la volonté, voire du désir. Mais je le rappelais tout à l'heure, alors on adore, et bien sûr qu'au plus profond de moi-même, j'aimerais que la vertu et les bons sentiments soient le moteur. Mais pourquoi je suis confiant d'abord à la base, même si je suis très confiant dans la capacité de la nature humaine à évoluer? C'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gage de performance, c'est un gage de capacité à recruter des talents, c'est un gage de meilleure réussite dans son processus de levée de fonds. Donc en toute hypothèse, c'est indispensable, au même titre que de se préoccuper de se développer sur un nouveau marché ou de gérer bien ses coûts. C'est un sujet qui est un must, un passage obligé. Alors si on l'accélère avec, on l'a dit tout à l'heure, avec un processus législatif, ça va aller bien. Vous avez posé une question qui est intéressante aussi sur le sujet du principe des quotas d'une façon plus générale. C'est un vrai sujet important, je suis très impliqué dans cette thématique d'intégration de tous les Français, de tous les jeunes, de toutes origines. On est quand même en face d'un premier thème qui est que les femmes représentent plus de 50% de la population. Et donc, on est dans un schéma, il y a plein d'autres sujets, je les partage, mais on est dans un sujet où il y a une inégalité fondamentale qui résulte de l'histoire, et donc etc. Une priorité légitime sur il ne cette s'agit question pas de la jeter parité. l'opprobre sur ce qui s'est passé, il s'agit maintenant de corriger et d'accélérer. Mais on corrige quelque chose qui est naturel et qu'on a déformé pour des tas de raisons historiques qu'on a déformées. Donc voilà, sur ce point-là, il n'y a pas de doute qu'il faut mettre une pression très forte, mais savoir utiliser les différents instruments. Et encore une fois, j'ai une petite crainte sur le détail du détail de la loi, parce que quand on commence à vouloir triturer le code du commerce pour définir ce qu'est un top manager, etc., pour pouvoir le faire rentrer dans la loi, il faudrait peut-être un petit peu arrêter. Disons aux entreprises, elles savent ce que c'est, leur top management, quelquefois c'est un COMEX, quelquefois c'est un comité de direction, elles savent ce que c'est. Mettez-leur l'obligation de mettre la parité dans ces instances de direction et ça ira très bien. Merci, arrêtez de vouloir Patrick tout légiférer. Bertrand. Le mot de la fin, Marie-Pierre Rixain, peut-être en guise de réaction, est-ce que vous êtes rassuré
parce que vous entendez sur ce plateau, ou bien est-ce que vous dites que la bataille va être aussi rude que celle que Marie-Jo Zimmermann a menée en son temps? Il n'y a pas de bataille côté entreprise. Ouais, bon, j'entends quand même des petites critiques. C'est de trouver le bon chemin, mais il n'y a pas de bataille sur le fond. Je ne crois pas qu'il y ait de bataille. Je crois tout simplement qu'aujourd'hui, la société est mûre, et d'ailleurs, on le voit à travers notamment les débats parlementaires. Marie-Jo Zimmermann a tracé un sillon il y a maintenant 10 ans et a mené à la fois également un combat pour que ce soit, pour le coup, parce qu'il fallait qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Et en cela, pour le coup, la réforme était d'une ampleur différente. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les entreprises aujourd'hui, nous les avons entendues. Nous les avons entendues parce que la trajectoire est longue, parce que par ailleurs, toutes les entreprises ne sont pas concernées, que parce que également la mesure sera lisible et opérationnelle. Et enfin, j'entends quelques en tout cas, interrogations sur le détail de la loi. Oui, la loi doit aussi faire en sorte que les mesures soient simples et lisibles pour les entreprises. Et lorsque les périmètres ne sont pas définis, elle est là pour le faire. Et c'est notre rôle de parlementaire. Est-ce qu'on connaît une loi qui est lisible et simple? Est-ce qu'on connaît une loi lisible et simple à appliquer? Alors franchement, on terminera sur ce dernier petit désaccord, mais on sent que sur le principe, tout le monde va dans le même sens. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde, la première de la journée. Alors chacune d'entre elles sera suivie d'une forme de conclusion par la parole donnée à un acteur de référence sur le sujet abordé. En l'occurrence, je laisse la parole pour cette première conclusion à Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil à l'égalité. Bonjour, merci. Ces débats étaient tout à fait passionnants et je vais bientôt retrouver des acteurs qui étaient sur ce plateau, puisque le Haut Conseil à l'égalité, dont on a évoqué le rapport tout à l'heure, va intégrer aussi toute maintenant la formation égalité professionnelle. Alors, les quotas, j'ai entendu dire beaucoup que c'était un mal nécessaire. Oui, mais moi, je dis que c'est un outil indispensable. Et ce n'est pas un outil indispensable de vertu, c'est un outil indispensable de modernisation des organisations. Alors, c'est très amusant parce que les Québécois avec qui nous discutons beaucoup nous disent « Ah là là, nous ne voulons pas de quotas parce qu'on veut se muscler pour accéder à la parité sans avoir des béquilles. » Et nous disons, en tout cas moi je dis, et beaucoup de nos partenaires disent oui, les quotas, c'est au contraire des haltères. C'est, puisqu'on reprend la métaphore sportive, c'est ce qui va nous permettre en quelque sorte de nous muscler pour aboutir à l'entièreté de la fonction même des quotas, c'est-à-dire aboutir quantitativement à un nombre équilibré des deux sexes, mais aussi à transformer les organisations. Alors, ça ne se fait pas n'importe comment et ça ne se fait pas n'importe où. Je dirais qu'il y a 4 éléments qui me semblent essentiels après vous avoir entendu. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs particuliers où les quotas s'imposent. Ces 2 secteurs, les secteurs du leadership, de l'accès aux responsabilités, qui était un précaré masculin, nous le savons tous, et puis le secteur des métiers majoritairement masculins, où effectivement se trouvent des enjeux aujourd'hui de création d'emplois, notamment dans le numérique et les emplois de la transition énergétique, dont les femmes sont majoritairement exclues. Et donc, si quotas il y a, ces quotas doivent avoir lieu dans ces domaines. Deuxième point, c'est que, évidemment, ces quotas ont des exigences juridiques, et vous en avez très bien parlé. Je pense qu'il y a 3 conditions pour ces mesures qui sont des mesures d'action positive, reconnaissons-le. Premièrement, il faut appliquer la jurisprudence européenne, c'est-à-dire ces quotas, c'est pour une période transitoire, et un jour les quotas serviront aux hommes, je pense. C'est un mal, c'est pas un mal, c'est un bien transitoire. C'est à compétence égale, c'est-à-dire à aucun moment on va privilégier quelqu'un qui n'est pas bon, une femme qui n'est pas bonne au détriment d'un homme qui serait bon, donc c'est à compétence égale. Et enfin, on a cette règle qui a été évoquée des 50% précisément pour permettre une espèce de fluidité, de flexibilité qui permet de mettre 2 candidats à compétence égale. Troisièmement, c'est qu'il faut un certain nombre de conditions. Les quotas doivent s'imposer partout. Moi, je ne crois pas aux notions de sectorisation. Je crois qu'il faut que les efforts soient pris dans tous les domaines, évidemment en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les conseils d'administration, et je me souviens lors du grand rapport de 2009 qui avait conduit à un électrochoc dans la société civile avec tous les médias qui avaient dit quotas, il nous faut des quotas, qui était un rapport de l'IGAS, eh bien, nous avions préconisé 500 salariés.
Ensuite, la loi de 2014 a rabaissé le seuil à 250 salariés. 250 salariés me semble un seuil tout à fait correct. Et puis, évidemment, il faut des délais de mise en œuvre, pas trop longs néanmoins, parce qu'on se fait aussi une montagne de quelque chose qui est assez facile à faire. Je le maintiens et je vous le démontrerai plus tard. Et puis en plus, évaluation et sanction. La sanction aujourd'hui pour les quotas dans les conseils d'administration, c'est une sanction civile, c'est-à-dire nullité de la nomination d'un conseil mal composé qui entraîne désormais depuis la loi Pacte la nullité des délibérations. Il n'y a eu aucun contentieux à cet égard. Donc, je crois qu'il faut évaluer, je crois qu'il faut alerter et puis voir si la sanction est adéquate. Mais je crois surtout qu'il faut assortir cela d'une notion d'égaconditionnalité qui prend corps aujourd'hui, et notamment dans les startups dont on a parlé aujourd'hui, et je rappelle que les femmes dans les startups lèvent 2 fois moins de fonds que les hommes, c'est-à-dire en quelque sorte conditionner l'argent public vers les entreprises au respect d'une forme de parité dans les organes de direction ou parmi les détentrices du capital. Et donc l'égaconditionnalité est aussi un moyen de respecter la parité. Alors maintenant, pourquoi la parité? Pourquoi ces quotas? Eh bien, ces quotas ont une fonction de, comment dire, d'équité, hein, c'est-à-dire les femmes, c'est la moitié de l'humanité, comme ça a été très bien dit. Elles sont plus diplômées que les hommes, donc il n'y a aucune raison qu'elles n'accèdent pas au poste de responsabilité. Mais en même temps, il y a évidemment des arguments différents. Alors, l'argument de la performance est assez souvent utilisé. Moi, je ne l'utilise pas de cette façon. Je dis qu'à partir du moment où la loi impose de faire des quotas, eh bien, toute une espèce de, comment dire, de modernisation et de transformation de l'entreprise est mise en orbite. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord trouver des femmes. Il y en a, ça veut dire qu'on constitue des viviers, ça veut dire surtout qu'on s'interroge sur les compétences requises sur tel ou tel poste et où le recrutement se fait sur la base, en quelque sorte, de logiciels de référence, donc de professionnalisation de l'emploi et non pas simplement du copinage ou de la cooptation hein, ou du clonage, hein, ce qu'on aime à dire. C'est donc finalement les hommes et les femmes bénéficient d'une reconfiguration et d'une interrogation sur les critères de recrutement et de promotion qui prend en compte énormément de choses qui sont tout à fait fondamentales, y compris tous les biais liés à l'intelligence artificielle dans le recrutement. Et nous savons tous hein, que ces biais, et que c'est très difficile d'ailleurs d'inhiber ces biais de sexe, et donc il faut travailler sur tous les process de recrutement. On travaille évidemment donc par là même sur les viviers. Il faut travailler sur les conditions de travail, puisque là, du coup, la parentalité, les femmes, c'est les 80% du temps domestique et les 2 tiers du temps parental. Et donc, il faut mieux intégrer la notion de parentalité sur l'agenda des entreprises. Il faut parler des violences sexistes et sexuelles, parce que le sexisme au travail est encore très fort, notamment dans les métiers majoritairement masculins et dans les postes à responsabilité. Et du coup, il faut travailler pour déconstruire ce sexisme, le mettre sur la table et lutter contre ces violences. Et puis, bien sûr, évaluer les résultats. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la parité, c'est pas seulement rééquilibrer de façon éthique la part des hommes et des femmes dans une organisation, c'est faire le pari de la modernisation, modernisation des process RH, modernisation et mise en examen du relationnel au sein des entreprises et de la lutte contre le sexisme et les violences, modernisation de la prise en compte de la parentalité. Les hommes et les femmes ont les mêmes compétences, il n'y a pas de compétences sexo-spécifiques. Il se trouve que depuis longtemps, les femmes ont été plus attentives au care, dans leur comportement et dans leur mode d'être, on leur a plus demandé de s'occuper des autres et que du coup, peut-être qu'elles ont une empathie différente, mais on ne joue pas sur la complémentarité des sexes au niveau du leadership. Les compétences sont identiques. La façon, j'ai beaucoup aimé les 3 thèmes mis en exergue au début de cette séance. Eh bien, les femmes sont tout à fait capables à la fois d'écouter, mais aussi d'imposer, à la fois de convaincre, mais aussi de contraindre. Et c'est bien ça aussi l'enjeu de la parité. C'est un enjeu de modernisation. Donc oui, 3 fois oui au quota. Merci Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil à l'égalité, pour cette belle conclusion. Merci à vous tous qui avez assisté à cette table ronde, qui avez aussi réagi. On a malheureusement
Nous avions beaucoup de monde en plateau et en vision, on n'a pas eu le temps de prendre vos réactions et témoignages. Je voudrais quand même citer deux d'entre elles. Est-ce qu'adresser des quotas pour les femmes n'est pas s'attaquer seulement à la moitié de l'enjeu? Pourquoi ne parie-t-on pas sur les quotas pour les hommes dans des secteurs comme l'aide à domicile ou même l'enseignement, dit cet internaute? Parmi les secteurs industriels, les femmes sont très bien représentées. Sont-ils pour autant nombreuses dans les postes de direction? Et le salaire des ingénieurs, par exemple, de ces secteurs est en dessous de la médiane des autres salaires pour les femmes. Voilà deux des interpellations qui nous ont été faites sur l'application via WhatsApp. Merci donc à vous. Je voudrais qu'on termine avec finalement une autre partie de la société civile, même si on est tous jeunes, mais qu'on n'a pas forcément entendu sur ce plateau, avec des plus jeunes. Nous avons posé la question des quotas à des étudiants. Alors pour moi, les quotas, c'est une solution à court terme. Ça va permettre de mettre en place une norme pour les entreprises qui vont donc devoir la respecter. Donc oui, à court terme, ça va être une solution pour faire respecter la parité dans les entreprises. En revanche, sur le plus long terme, je pense que les normes, ça ne va pas suffire. Il va falloir jouer sur les mentalités des gens, faire évoluer leur mentalité pour que ça devienne quelque chose de vraiment naturel chez les gens, de faire respecter une parité dans les équipes des entreprises. Voilà, donc comme l'a dit Arthur, je pense que c'est vraiment une solution à court terme. Le plus intéressant, ce serait de faire évoluer les mentalités en lançant de la sensibilisation envers les plus jeunes générations pour que cette transition d'intérêt envers la parité se fasse justement naturellement. Ça me paraît aussi un peu une solution injuste, donc c'est pour ça aussi qu'on la voudrait qu'à court terme dans les entreprises, puisque ce n'est pas une solution de recrutement des personnes sur leurs compétences, mais plus sur le seul critère qu'on veut, c'est d'avoir la parité. Donc c'est pas très juste, surtout dans le monde de l'entreprise. Vraiment un débat passionnant. Merci à Harry Roselmack, merci à tous les invités qui étaient autour de lui. Lucie, quelles sont les prochaines étapes? D'autres lois, d'autres quotas pour féminiser les instances dirigeantes des entreprises? Actuellement, une loi vient d'être votée à l'Assemblée nationale, 100% d'adhésion, pour mettre en place des quotas dans les COMEX et les CODIR. Nous sommes en attente maintenant de l'accord du Sénat. On voit bien où on va, la direction, la trajectoire. Quels sont les chiffres clés de ces lois? Eh bien, 30% de femmes dans les COMEX CODIR en 2027 et 40% en 2030. Lucille, les assises de la parité ont été un vrai succès. Comment les partenaires éventuels qui voudraient se manifester peuvent rejoindre ce mouvement? C'est très simple. Pour nous rejoindre, il y a 4 raisons majeures, mais il y en a évidemment plein d'autres. Les assises sont le rendez-vous annuel de la parité. Une journée 100% interactive réunissant table ronde, atelier, live session avec des politiques, journalistes, dirigeants d'entreprise. Nous rejoindre vous permet une prise de parole devant des milliers de décideurs et de networkers avec les politiques et médias présents. Un club des partenaires 3 fois dans l'année pour échanger entre pairs autour de la performance et des bonnes pratiques à mettre en place et aussi co-construire ensemble. Pour votre communication interne et externe, rejoindre les assises, c'est offrir une visibilité forte à vos engagements et donner du poids à votre démarche parité. C'est aussi au travers des réseaux sociaux, des médias, une très forte visibilité de votre entreprise et d'utiliser le label Assises de la parité tout au long de l'année. Avec l'agence EPOCA et l'ensemble des membres d'International Women's Forum, nous vous accompagnerons à mettre en place le meilleur dispositif et le plan d'action adapté à votre entreprise. Merci Lucille, je vous souhaite une très très bonne journée. Et pour conclure, une petite note musicale. Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi, s'inventer des princesses. Le patron te fait la misère, c'est rien. T'as le moral sur une civière, c'est rien. T'es encore fatigué d'hier, on réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête. Quand
comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais fait. La nuit est notre maison. Tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'aile. Dans ton café t'as mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais fait. On n'a presque plus rien à boire. Mais on est là. Le bar va fermer, tout est noir. Mais on est là. On continue sur le trottoir. Mais on est là. Et on est là. On est là. On va encore entrer trop tard. Mais on est là. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. Mais on verra. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. On est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. Hey. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. Roulette qui roule, siège qui tourne et retourne, accoudoir pour s'accouder, assise pour s'asseoir. Non, ce fauteuil n'a rien de spécial. Pourtant, bien occupé, il peut rapporter 10% de croissance. Plus de femmes au poste clé, on a tous à y gagner.